Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde Parole au DRH suite aux résultats qui ont été communiqués début juin sur les résultats du baromètre Équilibre Conseil Sub-DRH, 360 degrés de la fonction RH avec de façon inédite deux études qui ont été associées. Une étude qui a permis d'interroger plus de 400 dirigeants et une autre étude qui a pu interroger un échantillon représentatif de salariés français du secteur privé. Et j'ai le plaisir de co-animer cette table ronde avec Christophe Lebars. On a préparé avec l'ensemble de nos invités qui vont être présentés par Christophe un menu pour s'intégrer dans le timing de cette table ronde où on vous rappellera les résultats clés du baromètre avant de poser des questions à nos invités. Et je laisse tout de suite la parole à Christophe, peut-être pour se présenter et pour présenter les invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour cette table ronde aujourd'hui autour des résultats du baromètre Équilibre Sub-DRH. Bonjour Jean-Christophe, merci, bonjour à tous. Effectivement, c'est une première pour moi, comme vous le savez, j'ai rejoint Sub-DRH hier à 8 h. Donc, j'ai rejoint cette belle école, l'école de référence DRH professionnelle. Pour un ex-DRH depuis 32 ans, c'est un saut dans l'entrepreneuriat et sur une forme de partage des connaissances aussi. C'est une étape importante et je suis très heureux en tout cas de commencer dès le deuxième jour à partager ce baromètre qui a été réalisé ensemble avec Équilibre Conseil, Opinionway et l'école Sub-DRH. Nous avons 4 invités ce matin en lien effectivement avec la restitution qui a été réalisée la semaine dernière, le 7 juin par Opinionway. 4 invités que je cite et que je vais présenter, donc Christine Caldera de la NDRH, Arnaud Carrère de l'UNEDIC, Patrick Plein de Vinci et Emmanuel Rétif de Capgemini. Alors, 4 invités, c'est justement de pouvoir réagir de façon concise. Et en fin de séance, nous vous laisserons aussi la parole, soit via le chat, soit en direct, si vous voulez intervenir et poser des questions sur ce 360 ou à nos invités. Je commence par présenter donc Christine Caldera, qui est la secrétaire générale de la NDRH. Alors, ex aussi DRH, il ne faut pas l'oublier, Christine a été DRH avant d'être secrétaire générale de la NDRH, la première association professionnelle, l'association nationale des directeurs des ressources humaines qui a été créée en 1947 et qui est partout sur tous les territoires. Et peut-être d'ailleurs, vous êtes membre de la NDRH. Christine, vous sortez, je crois, d'un congrès annuel qui a eu lieu cette année à Nancy et qui avait pour thème cette année, une année particulière, post-confinement, un thème très intéressant, vous en reparlerez, thème du temps, impact et évolution sur le métier. Bienvenue, Christine. Alors, Arnaud Carrère de l'UNEDIC est notre deuxième invité. Arnaud est le DRH de l'UNEDIC. Alors, je ne sais pas si tout le monde, si on fait un petit test, connaît l'acronyme. C'est l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Autrement dit, c'est une association qui est chargée, comme vous le savez, par délégation de services publics, de la gestion de l'assurance chômage en coopération avec le Pôle emploi. C'est une organisation un peu particulière puisque c'est une organisation gérée par les partenaires sociaux et Arnaud Carrère en est le DRH, mais aussi enseignant, intervenant, membre du jury de Sub-DRH depuis de nombreuses années. Bienvenue Arnaud. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Patrick Plein représente le groupe Vinci. Patrick Plein est au sein du groupe Vinci, un groupe qu'on ne présente plus, deuxième opérateur mondial en construction, concession, 230 000 salariés, 5 pôles. Patrick Plein est le VP HR d'une des divisions, la division énergie internationale et système. Il a aussi la particularité, j'allais dire la nuit ou le week-end, d'être directeur de programme du MBA en formation continue de CPRH qui a pour thème innovation et transformation RH, sujet intéressant. Et Patrick Plein est un expert de strategic workforce planning, pour ne pas dire en français GEPP ou gestion prévisionnelle des emplois. Bienvenue Patrick. Enfin, Emmanuel Rétif représente aujourd'hui le groupe Capgemini.
Alors, Capgemini, c'est le cœur de la révolution numérique, digitale, dans le top 10 des entreprises qui nous accompagnent au quotidien dans cette révolution digitale, mais aussi aujourd'hui la cybersécurité. Groupe présent dans plus de 40 pays. Alors, il y a la particularité, je le dis, d'être partenaire de la Coupe du Monde Rugby 2023, mais aussi de la Ryder Cup, ce qui est pas mal pour un DRH qui golfe, paraît-il, à la boulie très bien. Bienvenue, Emmanuel. Merci, Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Jean-Christophe, je vous repasse la parole. Comme on est à distance, l'idée est de faire un rappel des principaux chiffres et surtout tendances qui ont été observés dans ce baromètre 360, ce feedback que les dirigeants et les salariés nous ont fait sur la fonction. Jean-Christophe, je vous passe la parole. Bien, merci beaucoup, Christophe, et bienvenue à l'ensemble de nos invités et aux personnes qui peut-être nous ont rejoints en cours de table ronde. Je rappelle que l'intégralité des résultats de ces études Opinionway, SubDRH, Équilibre Conseil sont disponibles. On va vous en présenter une synthèse. Si vous n'en disposez pas, sentez-vous vraiment libre de les demander à SubDRH et à Équilibre Conseil. Nous vous les ferons parvenir par l'intermédiaire notamment de Charles Tafani qui s'occupe de ce sujet. Alors, le premier résultat, c'est la perception au sein des fonctions dirigeantes d'un rapprochement important avec la fonction RH et plus précisément avec leur DRH. 75% des dirigeants interrogés ont constaté une amélioration dans la qualité de la relation avec leur DRH. Pour les 25 autres pourcents, la relation est restée la même, mais vous voyez que ce chiffre est tout à fait intéressant au sortir de la crise sanitaire. Ce chiffre, sur la diapositive suivante, est d'ailleurs confirmé par les niveaux élevés sur les indicateurs de satisfaction, à savoir un indicateur de satisfaction en lien avec la perception de l'efficacité de la fonction RH d'une part, et l'indicateur de satisfaction au regard de la perception du niveau de soutien reçu. Vous pouvez lire à l'écran, comme moi, que la moyenne de cet indicateur d'efficacité est à 73% au sein des fonctions dirigeantes et la moyenne de l'indicateur d'efficacité, à peu près équivalent, à 74%. Ce sont des indicateurs extrêmement élevés et d'ailleurs, il y a quasiment 9 dirigeants sur 10 qui ont attribué un score supérieur à 50% en matière d'efficacité perçue et en matière de soutien perçu. C'est donc un plébiscite de cette fonction RH à l'issue de la crise sanitaire dans ce retour d'expérience. Les indicateurs sont légèrement inférieurs pour la perception des salariés. Le bilan est plus mitigé, on pourra en discuter. On a néanmoins 60% de moyenne de satisfaction de l'efficacité de la fonction RH quand on interroge les salariés du secteur privé, avec 63% d'entre eux, 6 sur 10 qui attribuent un score supérieur à 50%, et on a un salarié sur 2 qui perçoit un soutien de la part de la fonction RH. Donc, peut-être que sur cet indicateur du soutien perçu, on pourra en reparler, eh bien, on a une différence qui mérite d'être considérée. Sur la diapositive suivante, on a interrogé les personnes dans les deux études, les dirigeants et puis les salariés qui n'occupent pas de fonction dirigeante, sur la perception des compétences qui sont des compétences essentielles qu'ils associent à la fonction RH. On a sur le podium des soft skills qui apparaissent de façon assez évidente, une illustration, l'écoute, l'empathie avec les salariés. On peut aussi parler de disponibilité et de réactivité. On a dans le top 3 des dirigeants une différence qui apparaît par rapport aux autres fonctions, c'est une attente de discrétion et d'éthique au sein de la fonction RH, là où on attend de l'équité pour le reste des personnes interrogées. Et là où on constate des différences, c'est dans l'appréciation de la maîtrise de ces compétences. À titre d'exemple, vous voyez que sur l'écoute et l'empathie, là où les fonctions dirigeantes identifient à 92% un bon niveau de maîtrise de ces compétences au niveau de la fonction RH,
les salariés positionnent le curseur de leur satisfaction pour 60% d'entre eux sur cette écoute et sur cette empathie. Ce sera certainement aussi un sujet qui pourra être repris dans les échanges. Poursuivons ce tour d'horizon des principaux résultats avec, d'une part, sur la gauche de votre écran, les sujets qui sont perçus comme étant des sujets traités prioritairement par la fonction RH aujourd'hui. Et on abordera juste après les sujets qui, selon les personnes interrogées, mériteraient d'être prioritaires. Et ce que vous pouvez constater, c'est que le top 3, à la fois pour les salariés interrogés et à la fois pour les personnes qui occupent des fonctions de direction, est identique, avec des pourcentages qui peuvent varier substantiellement, mais identiques. Donc, on perçoit qu'aujourd'hui, la fonction RH est principalement mobilisée sur le recrutement, l'intégration, sur la médaille d'argent, la gestion administrative, la veille et la conformité, et puis la médaille de bronze du podium sur la qualité de vie et les conditions de travail, avec 32% des dirigeants et 23% des salariés. Il y a une différence quand on pose la question sur les priorités souhaitées et non plus les priorités perçues comme étant celles à date de la fonction RH. On a, vous le voyez, la qualité de vie au travail qui est dans le top 2, à la fois de l'étude proposée aux dirigeants et de l'étude proposée aux salariés. Il y a donc plus d'attentes, et c'est un point commun de ces deux études, plus d'attentes de qualité de vie au travail, et pour employer les nouveaux acronymes de QVCT dans les 3 ans qui viennent. C'est aussi un sujet qui pourra être mis en débat. Et le dialogue social fait son entrée dans le top 3 pour les fonctions dirigeantes, là où le développement des compétences et des carrières et plus d'attentes en matière d'évolution sur les systèmes de rémunération et plus globalement sur le système de reconnaissance globale, qu'elle soit financière ou extra-financière, 2 sujets qui font leur entrée dans le top 3 pour les fonctions salariées. Enfin, au regard de ces sujets attendus, en priorité par les différentes cibles de nos études, sur la dernière diapositive, vous pouvez constater des niveaux de confiance qui sont différents. On a un niveau de confiance qui confirme la très forte satisfaction des fonctions dirigeantes au regard de la fonction RH. Dans la projection vers le futur, on a un indicateur moyen de 74%. Je rappelle que c'est un indicateur entre 0, c'est-à-dire absence confiance de totale, et 100%, qui est le maximum de confiance possible. Et on a une nouvelle fois 9 dirigeants sur 10 qui attribuent un score satisfaisant, c'est-à-dire supérieur à 50%. Là où, sur cet indicateur, il y a une confiance à continuer d'accompagner auprès des salariés, puisque 54%, c'est l'indicateur moyen de confiance, il y a un écart par rapport aux dirigeants, et 1 salarié sur 2 estime qu'il peut attribuer sa confiance aux fonctions RH, là où 1 salarié sur 2 estime que sa confiance est encore à conquérir. Voilà pour les principaux résultats que nous souhaitions partager avec Christophe, SUB-DRH, Équilibre Conseil, en lien avec le baromètre qui a pu avoir lieu. Je vous rappelle que la prise de mesure a été faite en avril 2022 et que les résultats viennent d'être dévoilés. Je vous donne l'opportunité, Christophe, de reprendre la parole et puis de pouvoir interroger nos invités. Merci pour votre attention et je vous invite à réagir tout au long de cette table ronde. Vous pouvez exprimer des commentaires sur le chat. Sentez-vous libre au fil de l'eau de les exprimer et on pourra les reprendre en fonction du temps qui nous restera à la fin de cet atelier. Merci Jean-Christophe. Effectivement, à 360, c'est toujours très riche de retours, de feedback. Et je crois que l'éclairage à la fois dirigeants, salariés est aussi éclairant. Alors, une première question à Arnaud Carrère, DRH de l'UNEDIC. Finalement, le baromètre, le 360, les informations qui nous sont données, posent très clairement la fonction RH au cœur de l'organisation. En tout cas, c'est le ressenti, la perception. Les salariés attendent encore plus sur les capacités, les compétences de la fonction RH, sur l'aspect relationnel, savoir-être, pour ne pas dire soft skills. Et donc, une attente de renforcement sur le rôle d'accompagnement des salariés au quotidien. Arnaud Carrère, au sein de l'UNEDIC, en tant que DRH d'une organisation paritaire, particulière, mais intéressante, comment vous percevez
cette attente de renforcement de la proximité de la fonction RH? Alors peut-être, Christophe, d'abord revenir sur ce qu'est une organisation paritaire, Oui, parce qu'on connaît tous le rôle des organisations patronales et syndicales qui d'habitude sont là pour défendre et promouvoir un intérêt particulier. Dans une organisation paritaire, les organisations syndicales et patronales, elles sont plus là pour défendre un intérêt particulier, mais pour défendre un intérêt général, et ça change beaucoup de choses. L'intérêt général, évidemment, c'est celui de la gestion de l'assurance chômage, qui a été particulièrement sollicité durant ces 2 dernières années. On a tous vécu dans nos entreprises en tant que DRH la crise de la Covid. Ça s'est traduit bien souvent par de la mise en place d'activités partielles au plus fort des mesures de confinement. Concrètement, l'élasticité de l'UNEDIC a permis d'aller emprunter sur les marchés 27 milliards pour sécuriser 11 millions de salariés au plus fort de la crise. On est sur des données qui sont assez vertigineuses et qui permettent à l'économie de redémarrer une fois la phase de crise passée. Mais comme dans toutes les entreprises, finalement, la fonction RH, elle a été positionnée durant cette période à l'interface entre, d'un côté, la direction générale, la gouvernance, les managers, les représentants du personnel et les salariés. Ça a été partout, je pense, pareil. On a été à la manœuvre, finalement, pour s'occuper encore plus des salariés, au travers de l'adaptation de notre organisation pour maintenir l'activité. Quand on dit 27 milliards, on n'a pas été en activité partielle. Il a fallu faire encore plus durant ces 2 dernières années. Il a fallu recruter, il a fallu former, il a fallu apporter le soutien administratif. Il a fallu aussi maintenir l'intelligence collective, finalement, durant 2 ans. Et ça, les salariés s'en sont bien aperçus. Il a aussi fallu, quelque part, maintenir un équilibre social, maintenir le lien social dans une période où, finalement, les modalités de travail, elles ont changé. On est passé à plus de liberté parce qu'on a vu aussi plus d'engagement et parce qu'on s'est fait davantage confiance. Donc, dans cette organisation paritaire dans laquelle je travaille aujourd'hui, je pense que ça a été des mots-clés. Et puis, cette crise, quelque part, ça a été une loupe, un effet un peu grossissant. On a bien montré en ressources humaines que finalement, on était à la manœuvre, à la fois pour valoriser les talents, mais aussi inciter l'innovation, maintenir l'engagement. Et on a tous compris que l'humain était vraiment le premier capital de l'entreprise à travers ses compétences, ses valeurs, mais aussi surtout ses envies. Cette crise qu'on a vécue, elle a finalement flouté quelque part l'équilibre qui préexistait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On s'est aperçu que tous, organisations comme salariés, finalement, on avait fait preuve, au-delà même d'agilité, j'ai envie de dire d'élasticité. On a tous été particulièrement élastiques. Et si on a été élastique, j'ai envie de dire, c'est qu'on a permis aux salariés, au travers un dialogue, de continuer finalement à adhérer au mouvement qui nous était imposé. L'agilité, elle ne se fait pas en ressources humaines sans cette adhésion, sans ce dialogue pour continuer à se mettre en mouvement. Et aujourd'hui, les salariés, cette période, elle nous a tous marqués. Et les salariés se sont aperçus qu'on les avait encore plus soutenus. On le voit d'ailleurs dans le baromètre équilibre. Cette notion de soutien, elle est présente. Et pour moi, comment est-ce qu'elle se traduit? Elle se traduit par la nécessité d'aller personnaliser quelque part l'offre de service RH, d'aller personnaliser la stratégie, les attentes, les conditions de vie, qualité de vie, rémunération, mais aussi accompagnement dans les compétences et dans les parcours professionnels. Quelque part, notre job, c'est en personnalisant, c'est-à-dire en proposant finalement un package qui convienne aux salariés avec des choix à tiroir, que ce soit en termes de rémunération, en termes de gestion du temps, en termes de modalités organisationnelles. On doit prendre en compte finalement cet équilibre auquel les salariés sont de plus en plus attachés. On doit également prendre en compte le sens de la mission qui leur est confiée.
Et on attend de nous qu'on soit des coachs ou des accompagnateurs, des facilitateurs pour sécuriser leur parcours professionnel, aussi bien dans l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise. Un salarié ne fait pas toute sa carrière dans l'entreprise. Il faut savoir, dans l'expérience collaborateur, à la fois l'écouter, évidemment, lorsqu'on le fait rentrer, lorsqu'il vit dans l'entreprise, mais également lorsqu'on l'accompagne à sortir de l'entreprise. Et cette sécurisation des parcours professionnels, elle se fait évidemment à la fois au travers des process, des outils RH qu'on met en œuvre, qu'on anime, qu'on pilote pour aider le salarié à se projeter et à franchir des étapes, mais elle se fait, et on le voit bien dans l'enquête, au travers les compétences douces, les fameuses soft skills qu'on doit développer. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, un DRH, il doit être rond et carré. Et ça, on le voit bien finalement dans l'enquête. Donc, un DRH élastique. Un DRH élastique, rond, carré, parce que les salariés, ils attendent de l'équité. On ne peut pas mettre en place des dispositifs si on n'est pas perçu comme équitable. Ils attendent une disponibilité et ils attendent aussi, j'ai envie de dire, de l'empathie et de la bienveillance au regard de la performance qu'ils ont donnée durant ces 2 dernières années. Merci Arnaud. Alors là, on est vraiment proche de cette thématique qui remonte sur la thématique, l'axe qualité de vie et conditions de travail, qui est un axe important, vous le dites, Arnaud. Mais Christine Caldera, là, depuis 3 ans, en fait, même plus, ce sujet qui était émergent est vraiment aujourd'hui un sujet incontournable. D'ailleurs, c'est un axe important pour les 3 prochaines années dans ce 360, comme une priorité de la feuille de route des DRH. Alors, effectivement, après le recrutement, parce que c'est un sujet pour les dirigeants aujourd'hui, et la reconnaissance pour les salariés. En tant que secrétaire général de l'ANDRH, vous avez effectivement animé votre congrès national la semaine dernière, je l'ai dit en introduction. Donc, ce congrès annuel est un lieu privilégié d'observation, d'échange, et les femmes et les hommes de la fonction sont-ils conscients de ce défi QVCT? Christine. Alors oui, donc avant de parler du congrès que évidemment j'évoquerai, déjà il faut savoir que le DRH, on va se le dire, depuis 2 ans, on a vu et il est aujourd'hui le chef d'orchestre d'un collectif qui va être à la fois interne mais extérieur à l'entreprise. Donc là, on a vraiment une fonction RH qui a finalement redéfini l'étendue de son écosystème, ce qui fait que notre université qui s'est tenue la semaine dernière donc sur Nancy, évidemment on a évoqué une diversité des sujets qui était très très large, puisqu'on a à la fois parlé de métaverse, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui évidemment, mais surtout on a parlé du salarié de demain, de comment motiver en situation de crise, de charge mentale. Voilà, donc c'est évidemment une diversité des sujets autour finalement de la qualité de vie au travail. Alors après, si je rentre en détail sur qualité de vie de travail et conditions de travail, donc la QVT, c'est quoi? C'est évidemment de multiples thématiques, plus qu'on ne pense finalement, puisque ça va à la fois engendrer concerner plutôt tout ce qui est contenu du travail, l'environnement physique. Ça va être également tout ce qui est possibilité de réalisation et de développement personnel. On vient de l'évoquer, mais aussi c'est la conciliation entre la vie pro et la vie perso, l'égalité professionnelle, l'engagement, voilà, la relation au travail, les relations sociales construites sur un dialogue aussi social actif. Bref, vous avez vu une diversité, un potentiel au niveau des sujets, c'est très, très large. Et oui, donc de fait, c'est un défi pour nos adhérents et ils sont totalement conscients de ces défis, dans la mesure où j'ai envie de dire qu'on ne peut pas nier aujourd'hui que les attentes des salariés et des collaborateurs de demain ont énormément évolué. On ne vend plus simplement sa force de travail contre un salaire. On veut adhérer à un projet, mettre sa force et son intelligence et ses compétences au profit d'une cause, travailler pour des entreprises égalitaires, engagées, qui réfléchissent à leur impact. Au-delà de ça, on a aussi le sujet de l'hybridation, l'organisation hybride qui est venue dernièrement challenger, se mêler aussi à ce débat finalement,
où on voit bien aussi au niveau des attentes des collaborateurs, il y a une attente forte sur l'équilibre vie pro, vie perso. Nous, on parle de flexibilité. Ils attendent plus de flexibilité qui remettent forcément en question aussi des sujets plus juridiques par rapport au temps de travail, évidemment. Voilà, donc on veut forcément tous… il y a vraiment une multitude finalement d'évolutions sur les attentes de ces salariés. Et je finirai uniquement sur la partie care, par exemple, où on voit bien, pendant la crise, en tant qu'RH, on a été plus loin. On s'est assuré que les collaborateurs allaient bien, mais se nourrissaient bien. Donc, on a parlé d'alimentation, de sommeil, ce qui fait que finalement, au niveau aussi de leurs attentes, aujourd'hui, elles sont plus larges. Nous, en termes de santé, on parle plutôt d'une offre care qui n'est plus finalement une offre de service qui était basée sur le collectif, mais qui va de plus en plus aller sur finalement de l'individu, une offre individuelle. Donc voilà. Donc, on le sait, la qualité de vie au travail, c'est un carburant sur la performance durable de l'entreprise. Ça, on le sait, ce n'est pas nouveau. Mais il y a une nouvelle dimension qui est nettement plus importante par rapport à des attentes nettement plus fortes de la part des équipes. Après, évidemment, et c'est un point d'étape aussi, c'est un point d'importance aussi, il y a aussi un lien aussi avec la cohésion des équipes. Qui aujourd'hui a été, avec ces 2 ans de crise, avec l'hybridation justement, un nouvel équilibre à trouver. Et forcément, les RH ont un rôle central pour objectiver, diagnostiquer et justement sa politique QV-CT au niveau des entreprises. Merci Christine Caldera. Donc effectivement, la fonction dans les starting blocks, prêt à agir, en tout cas, c'est ce qui remonte de l'université de Nancy. Prêt à agir et qui agissait déjà. Je pense que ce n'est pas une problématique qu'on découvre aujourd'hui en 2022. Et peut-être qu'effectivement, la crise sanitaire a été un effet catalysateur, accélérateur sur cette thématique. Merci Christine Caldera. Alors, effectivement, ce 360 intervient suite à 2 années particulières de crise sanitaire, de confinement. Donc, depuis 24 mois, on a assisté à un développement accru dans toutes les organisations de la digitalisation, une évolution rapide des organisations, avec encore plus, on l'a dit, d'agilité des acteurs. L'entreprise, d'ailleurs, est devenue parfois très virtuelle. Alors, Emmanuel Rétif, chez Capgemini, on pilote, on conseille sur la révolution numérique. Capgemini, qui est un acteur mondial et qui accompagne effectivement toutes les entreprises sur ces sujets, et aujourd'hui sur le sujet de la cybersécurité. La fonction RH, comment vous la percevez chez Capgemini dans le cloud, sans point d'ancrage, sans site, sans aucune matérialité ou relation humaine? Est-ce que c'est la réalité quotidienne de vos équipes RH? Je rappelle que vous animez une division internationale au sein de votre groupe. Donc, est-ce que c'est cette réalité-là, la fonction RH dans le cloud? Emmanuel, vous n'avez pas mis votre micro, Emmanuel. Voilà, on va vous entendre mieux dès que vous remettez votre micro. Voilà, ça va être plus facile. Il y avait un double. Alors, la fonction RH est dans le cloud, c'est Capgemini? Alors, oui. Alors, déjà, peut-être, juste avant de répondre sur le cloud, j'aime à rappeler dans nos partages que la fonction RH est la fonction la plus partagée dans l'entreprise. Et j'ai coutume de dire que quand je siège au comité de direction, je n'ai pas 10 collègues, j'ai 10 DRH qui sont autour de la table. Et c'est une des fonctions les plus challengées. Et ça peut aussi expliquer les résultats de la vision que peut avoir la direction générale de cet équipier qu'est le DRH dans ce COMEX ou dans ce comité de direction, mais c'est la fonction la plus partagée. Et on la partage aussi avec les managers de proximité. Et tout cela va m'amener, bien évidemment, à une réponse assez claire. On a été contraint, effectivement, de couper tout lien avec les sites officiels et de l'entreprise, parce qu'effectivement, il fallait gérer cette crise sanitaire. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une envie très forte de revenir sur site, tout en gardant la souplesse évoquée par Christine et par nos collègues de souplesse. Donc, comment ça s'est traduit et comment Capgemini aussi a réfléchi sur ce point? Premier sujet,
le 100% virtuel ou le 100% de télétravail, puisque c'est un des enjeux, non, ce n'est pas le mode d'emploi qu'on a souhaité. Aujourd'hui, on a une capacité à aller jusqu'à 70% en télétravail, mais on a décidé aussi au niveau du groupe de garder l'idée, alors pour ceux qui sont dans la marine ou dans les villes portuaires, l'ancrage. Donc, on avait besoin de s'ancrer et le site physique avec le logo qui est derrière moi sur un bâtiment, c'est ce point d'ancrage et c'est celui sur lequel, en fait, on ramène les équipes. C'est un peu une escale, hein, l'escale dans le virtuel, l'escale dans le distanciel. Et bien, à un moment donné, on retourne au port, on retourne dans cet ancrage qui est le site Capgemini et on y fait beaucoup de choses et avec notamment, on y retrouve ses collègues, ses équipes, on y recrée du lien beaucoup plus souple. Des interactions qui ne sont pas je te cale un rendez-vous Teams de 9h à 9h30, mais je passe une tête, peut-être que là, quelqu'un va passer en me voyant et on va créer ce lien beaucoup plus dynamique. Donc, l'enjeu pour nous, ça a été effectivement de revenir sur ce point d'ancrage avec les managers qui ont fait un travail, on peut le dire, exceptionnel durant cette période parce qu'ils ont créé ces événements virtuels et Capgemini a épaulé les entreprises à avoir ce poste de travail qui leur permet, notamment par… alors là, on est sur Zoom, sur Teams, mais sur ces outils virtuels, eh bien, de créer effectivement ces points de connexion. Mais très clairement, il faut garder ce point d'ancrage, les équipes en ont besoin, créer ce lien, et on voit que tout naturellement, dans notre organisation, on est en mesure de le faire. Deuxième sujet aussi qu'il faut évoquer, nous sommes au service de nos clients, notre organisation aussi, elle correspond à ce que nos clients ont aussi mis en place. Et Dieu sait que ce qui n'était pas possible avant la crise l'est devenu. Et on parlait tout à l'heure, Christophe évoquait de la cybersécurité. On a beaucoup de clients dans des domaines sensibles, de l'aéronautique civile et autres, qui ont développé, grâce aux technologies de cybersécurité, des nouveaux moyens qui nous permettent aujourd'hui de travailler pour eux à distance. Et ça aussi, c'est une évolution. Et cette évolution est d'autant plus forte qu'on évoquait aussi le recrutement, que l'un des critères du recrutement, au-delà de la rémunération, on est tous d'accord que ce sujet en ce moment est un peu sensible, c'est tout simplement quelle est l'organisation, le nombre de jours de télétravail que vous nous proposez. Est-ce que je vais devoir être sur site Capgemini? Est-ce que je vais devoir être sur site client? Et est-ce que le client auquel vous allez potentiellement proposer mes compétences a lui-même une organisation équivalente? Et on voit qu'en fait, il y a une dynamique qui s'est créée dans un laps de temps extrêmement court, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de ça en 2022, on ferait presque de l'archéologie, mais souvenons-nous, du jour au lendemain, un groupe comme Capgemini qui fait plus de 300 000 personnes est passé en télétravail, en virtuel et en distanciel. Et nos camarades de l'informatique ont fait un travail exceptionnel parce qu'il n'y a rien qu'à flancher. Merci Emmanuel Rétif. Donc une fonction RH, selon vous, ancrée et encore plus présente, mais en présentiel et pas… dans le cloud et accompagnante. Si je comprends. Et accompagnante, parce que aussi on évoquait ça, on ne le mesure pas encore, mais cette période où on a coupé beaucoup de liens, beaucoup de relationnels, je pense qu'on en verra quelques effets dans les équipes, sur le moral, sur la manière d'avoir peut-être des petits coups de blues ou des coups de faiblesse. Donc, on est là aussi pour épauler ce retour, ce nouveau changement, ce retour à un nouvel équilibre. Et là, effectivement, on doit être vigilant. Alors, c'est une partie, bien sûr, de la population, mais on doit être vigilant parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Ça a été très long, très, très long. Très, très long. Et encore une fois, vraiment un coup de chapeau aussi à nos managers de proximité qui ont été aussi porteurs d'équipe avec les RH. Merci Emmanuel. Donc, la relation humaine encore plus au cœur de la fonction RH. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Alors, Jean-Christophe, je ne suis pas le chat. Je peut-être laisser la parole à tous ceux qui participent au webinaire et qui nous écoutent depuis une vingtaine de minutes. Soit par le chat, soit d'intervenir en direct. Si tu peux avoir des questions, des réactions aussi par rapport à ce 360. Jean-Christophe, je vous passe la parole. Merci Christophe. On a une première réaction sur le chat qui va dans le sens de ce qui était expliqué par Emmanuel.
pour exprimer un alignement sur le sujet, en tout cas, du télétravail et de pouvoir combiner organisation et flexibilité. C'est une première remarque qui a été partagée. On a aussi des remerciements qui nous arrivent et donc on y est sensible, mais on va se concentrer sur le commentaire à propos des exigences des salariés qui se voudraient plus individualisés, comme l'a évoqué Christine et comme l'a évoqué Arnaud dans sa prise de parole. N'y a-t-il pas un risque que les individualités prennent le dessus sur l'intérêt collectif? C'est une première question. Il y en a d'autres. N'y a-t-il pas un risque que les demandes d'individualisation, les individualités prennent à un moment donné le pas sur le collectif? Alors, moi, je veux bien réagir. Alors, juste mettre peut-être une petite parenthèse à mon propos. En effet, lorsque j'évoquais le fait qu'on est de plus en plus sur une offre de services plus individuelle, il ne faut pas oublier que donc, nous, on porte en tant que DRH le collectif et l'individuel ne doit pas justement altérer le collectif. Et ce que je soulignais sur l'offre de plus en plus individuelle, c'est aussi une offre de plus en plus diverse, dans le sens où aujourd'hui, la santé, si je reprends mon domaine, le point qui concernait finalement la santé, aujourd'hui, la santé, ce n'est plus que le médecin du travail, c'est le nutritionniste, c'est le coach sportif. Voilà, cette diversité, c'est plus dans le sens, la diversité des experts que l'on met à disposition du collectif. Une autre réaction par rapport à cette question? Alors, j'aurais tendance à dire que alors, le collectif, ça reste toujours la force. Hein, et si on veut préciser, l'accompagnement individuel, c'est une offre à l'individu. Mais l'individu reste dans le collectif. Donc, je pense qu'il y a cette idée qu'on anime toujours un collectif et on travaille toujours avec des équipes et elles ont toujours la volonté de se retrouver et on l'a vu, de passer du temps ensemble. Mais ensuite, les individualités dans les équipes, elles souhaitent être accompagnées avec une offre qui leur est personnalisée. J'ai mon parcours de formation, j'ai mon développement, j'ai ma mission. Et on peut ajouter un autre élément aussi qui vient de challenger aussi cet accompagnement. Il doit être dans les deux sens. C'est qu'on propose aussi beaucoup plus de self-service. On a aujourd'hui des plateformes de formation dans lesquelles l'offre est immense. On est en train de challenger aussi nos équipes on peut t'accompagner, mais accompagne-toi aussi. Et on t'ouvre un univers de formation qui sont aujourd'hui à distance. C'est une révolution complète. Hein. La bonne formation de l'ancien monde, c'était un bon présentiel, un bon bureau et un bon enseignant au bout de la table. On a complètement changé ça. Et ça, c'est aussi un élément complémentaire. C'est de l'individuel, du collectif et puis du self-service avec une offre très large. Et là, on a besoin d'accompagnement par moment pour effectivement guider. Arnaud Carrère, merci Emmanuel. Arnaud Carrère, le rond et le carré, on vous cite dans le chat, c'est le rond et le carré, c'est ça là, une réponse par rapport à un contexte hybride, cette agilité exacerbée de la fonction? Vous l'avez dit, hein, Christophe, vous avez repris aussi le terme d'élasticité. Avec ce mode de travail hybride, on doit de toute façon maintenir le collectif. Il y a toujours eu dans un collectif des individualités, mais je pense que ce qui est important, c'est non pas de servir des individualités, mais de servir les individus pour que chacun retrouve un sens cher au travail, retrouve un intérêt et puis soit aussi conscient de son rôle. Je pense que pour jouer collectif, il faut que chacun ait un rôle et c'est à nous d'accompagner les managers de proximité pour permettre à chacun d'avoir ce rôle. C'est à nous d'être plus ouverts, de sortir sans doute de notre fonction. Christine l'a parfaitement dit avec l'exemple de la santé. On voit bien qu'on a modifié quelque part les référentiels qu'on avait précédemment. Avant, la santé, c'était la médecine au travail. Aujourd'hui, non. À nous, concrètement, à l'UNEDIC, pour
faciliter le retour sur site, on a mis en place 1 fois par semaine des séances de sophrologie. Les salariés ont été extrêmement sollicités durant cette période. Je parlais tout à l'heure, 27 milliards d'euros d'emprunts en 2 ans, vous imaginez que ce n'est pas rien. Il a fallu, alors qu'on était en travail à distance, recruter des trésoriers, leur apprendre un métier extrêmement spécifique, qui n'est pas le métier qu'ils peuvent faire en banque ou ailleurs. Et durant cette période où tout le monde est hyper sollicité, où il y a un mélange entre la vie perso, la vie professionnelle, où les frontières ne sont plus si claires que ça. Les frontières, là aussi, sont élastiques. Il faut qu'on soit capable de proposer des dispositifs qui servent au collectif et chacun, après, va venir prendre ce qui lui est le plus utile. Mais quelque part, il faut qu'on parte aussi un peu de cette expérience collaborateur pour comprendre les besoins des salariés, sans oublier qu'on est au service d'une direction générale. On est là pour porter un projet d'entreprise avec les talents de chacun. Merci Anne Carrère. Alors, Jean-Christophe, vous conseillez aussi les entreprises sur le bien-être et la performance. Peut-être un mot en conclusion au regard des résultats du 360. C'est toujours intéressant d'interroger le consultant et le psychologue du travail que vous êtes. Au regard du 360, on a l'impression qu'on est passé en 24 mois du DRH bashing au DRH célébré, consacré, mis sur un piédestal. Est-ce que c'est mérité selon vous? Je pense que ça aurait déjà été mérité de pouvoir avoir un alignement entre les efforts qui sont faits au sein de la fonction RH et la reconnaissance qui pouvait être attribuée. Après, vous savez tous qu'au sein de la fonction RH, il y a de multiples métiers. Donc, voilà, on le résume dans fonction RH. Il y a eu de nombreux travaux en mode gestion de crise qui ont été mis en œuvre et qui ont favorisé le rapprochement entre les fonctions dirigeantes dans la satisfaction des enjeux immédiats par rapport à cette crise sanitaire, qu'on soit d'ailleurs dans des organisations dont la pérennité économique pouvait être menacée. Et on a ce même constat dans des organisations qui ont plutôt bien fonctionné pendant la crise sanitaire et qui ont rencontré un modèle d'organisation qui pouvait se retrouver à bout de souffle. Et à la fois dans la gestion individuelle, on a parlé de cette gestion individuelle pour le futur, mais dans la gestion organisationnelle, le DRH et l'ensemble de son équipe, les DRH et l'ensemble de leurs équipes, sont apparus comme des pierres angulaires de la fiabilité de l'organisation et de sa capacité à pouvoir développer sa résilience, pas seul naturellement, ça a été précisé par Emmanuel, avec l'ensemble de leurs coéquipiers, à la fois des comités de direction, mais aussi de l'ensemble de la communauté managériale jusqu'au management de proximité. C'est d'ailleurs une des thématiques le 8 juin au sein de la NDRH, le rapprochement entre les fonctions RH et l'ensemble des communautés managériales. Il y a eu un gros travail aussi du management et c'est un des enjeux pour le futur de faire en sorte que l'ensemble de ces forces puissent travailler ensemble autour de variables d'alignement. Et peut-être que ces variables d'alignement, comme la raison d'être, comme les valeurs partagées au sein de l'organisation, sont aussi des éléments, des points d'appui au-delà des process ou en accompagnant des process qui vont permettre de travailler la flexibilité et l'organisation, le rond et le carré, comme ça a été évoqué. Les dirigeants ont reconnu que leurs coéquipiers RH ont été fortement impactés pendant cette crise sanitaire au regard de la charge de travail et qu'il y a une part importante de l'invisible dans leur contribution qui est devenue visible par la crise sanitaire. Mais ce sujet de l'invisible de la fonction RH existe depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il a été mis en relief, mais on se retrouve à un tournant où ce plébiscite et cette reconnaissance importante méritée pendant la crise sanitaire ne doit pas retomber dans l'oubli, d'où l'importance de travailler ensemble avec l'ensemble des forces de l'entreprise, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des salariés de l'entreprise, puisqu'on a vu qu'il y a une confiance à accompagner au plus près du terrain, auprès des collaborateurs, et à construire ensemble. C'est là où le dialogue social va trouver toute sa place et où la compréhension des attentes précise, organisation par organisation de l'ensemble des forces vives va être très importante pour construire des feuilles de route qui pourront être alignées avec l'ensemble des enjeux dans un monde qui, lui, est en perpétuel mouvement. Merci Jean-Christophe. Comme on dit dans le rugby, transformons. C'est à nous de transformer finalement et on n'est pas loin en tout cas du grand chelem en tout cas. Je l'espère en tout cas pour la fonction. Il me reste le temps imparti est épuisé, donc je voudrais déjà remercier nos 3 invités. Excusez Patrick Klein qui a eu
difficultés techniques ce matin et qui n'a pas pu nous rejoindre, malheureusement. Ça, c'est les réalités du direct et surtout du distanciel. Donc, effectivement, parfois, c'est mieux, parfois, le présentiel. Donc, merci à nos 3 invités, Christine Caldera, Arnaud Carrère, Emmanuel Rétif. Et puis, je voudrais aussi remercier chaleureusement nos partenaires, OpinionWay qui a réalisé cette enquête, Équilibre Conseil. Et puis, ce genre de webinaire, enfin, ce type de webinaire demande aussi un travail en coulisses. Et je voulais en particulier remercier Charles Tafani de Équilibre Conseil qui a justement travaillé et œuvré dans les coulisses pour réaliser ce webinaire. Merci à vous tous et j'espère à bientôt à l'occasion d'un nouveau webinaire Équilibre Conseil Sub DRH. Merci à vous et très bonne journée. Merci, Merci. au revoir. Au revoir.